Et si l'indépendance n'avait été qu'une illusion? L'année 1960 marque officiellement la fin de l'empire colonial français en Afrique. Les drapeaux changent, les hymnes retentissent, les peuples dansent. Mais dans l'ombre, loin des regards naïfs et des livres d'histoire aseptisés, un tout autre scénario se met en place. Un plan, un pacte, un projet méticuleux pour transformer l'Afrique non plus en colonie visible, mais en empire invisible. Car ce que l'on appelle la fin du colonialisme n'a jamais été une libération totale. C'était une mue, un changement de peau. La France, en apparence affaiblie, s'est métamorphosée en maître silencieux, tissant une toile d'influence à travers des accords secrets, des réseaux obscurs et une géopolitique de l'ombre. Mais ce que peu savent, c'est que ce projet ne fut pas seulement politique ou économique. Il s'inscrit dans une vision bien plus vaste, ésotérique même. Derrière les gestes diplomatiques se cachent des symboles anciens. Derrière les accords de défense, des cycles karmiques hérités d'un vieux monde impérial. Et derrière les chiffres, les devises, les banques, des forces invisibles qui cherchent à maintenir un certain ordre vibratoire. Dans cet épisode, nous allons lever le voile sur ce que certains appellent l'Empire fantôme. Nous explorerons les rouages méconnus du néocolonialisme français en Afrique, mais pas avec les yeux d'un historien classique. Non, nous allons pénétrer dans les archives occultes du pouvoir, là où les lignes temporelles se croisent, où l'énergie des nations est manipulée comme un échiquier divin. Qu'est-ce que la France a réellement mis en place après 1960 pour garder l'Afrique sous son influence? Quel rôle jouent les réseaux francs-maçons, les sociétés secrètes et les forces spirituelles dans cette domination postcoloniale? Et surtout, pourquoi ce pan devait-il rester caché? Préparez-vous à voir le monde sous un nouvel angle. Ce que vous pensiez connaître n'était qu'une ombre. Ce qui va suivre est la lumière dissimulée dans les ténèbres. Pour comprendre les plans secrets de la France en Afrique après 1960, il faut d'abord remonter à l'origine du projet impérial lui-même. Non pas à travers les dates et les traités que l'on enseigne dans les manuels scolaires, mais à travers la lentille des cycles occultes de l'histoire. Depuis l'Antiquité, certains territoires ont toujours été perçus non comme de simples terres, mais comme des centres énergétiques stratégiques. L'Afrique, vaste, riche, vibrante, abrite depuis des millénaires des nœuds telluriques, des points de résonance spirituelle où convergent les lignes de force du monde. C'est ce que les anciens Égyptiens appelaient le cœur du monde, ce que les Templiers considéraient comme une terre d'or intérieure. Lorsque la France entre dans la course coloniale au XIXe siècle, elle ne le fait pas seulement pour des raisons économiques ou politiques. Il y a un sous-texte, une quête, celle de capter une force ancestrale que seuls les initiés comprennent, l'énergie matricielle de l'Afrique, son pouvoir générateur. Les colonisateurs l'ignorent peu, être consciemment. Mais les ordres ésotériques qui les guident, eux savent. La franc-maçonnerie impériale, les sociétés rosicruciennes, les cercles hermétiques qui entourent les grands dirigeants, tous perçoivent en l'Afrique un miroir alchimique. Le lieu du chaos fertile, de la matière noire première, que l'on doit dompter pour stabiliser l'ordre européen. Ainsi, le processus colonial devient une transmutation. L'Europe impose son logos, son ordre, sa langue, son système à une terre de mythos, de fluidité, de mémoire vivante. Mais comme dans toute opération alchimique, le feu ne peut être éteint. Il ne peut qu'être canalisé. Arrive alors 1960, une date qui semble symboliser la fin d'un cycle. Mais dans les cercles du pouvoir français, cette indépendance est vécue comme une nécessité stratégique. Il fallait briser la forme pour préserver l'essence. Se retirer physiquement pour mieux régner à distance, par des pactes invisibles, des accords secrets et des chaînes qu'on ne voit pas. Le fameux franc CFA, monnaie créée pendant la colonisation, reste le lien le plus visible de cette emprise. Mais il n'est qu'un élément d'un réseau bien plus vaste, imbriqué dans les sphères du pouvoir politique, économique et spirituel. Pourquoi cette stratégie ? Parce que l'idée de domination a toujours été liée, dans les cercles ésotériques, à la maîtrise de l'énergie subtile. L'Afrique incarne une polarité féminine puissante, féconde, intuitive, connectée au cycle lunaire. La France post-impériale a cherché à capter cette polarité, à la lier par contrat, à l'inverser même, pour alimenter son propre rayonnement dans le monde. C'est pourquoi les accords de coopération, les bases militaires, les relations diplomatiques asymétriques ne sont pas de simples outils de géostratégie. Ce sont des sceaux, des pactes d'énergie, maintenus vivants par des rituels modernes que peu savent lire. Et comme toute magie ancienne,
Celle-ci repose sur une règle d'or. Elle ne peut agir que si la majorité ignore qu'elle existe. Imaginez un empire sans frontières. Un empire qui ne se définit ni par des cartes, ni par des drapeaux, mais par des flux invisibles. Énergie, argent, influence. Cet empire n'a pas de capitale officielle, pas d'armée déclarée, mais il contrôle, infiltre, stabilise ou déstabilise à volonté. Tel est le visage du néocolonialisme français en Afrique après 1960. Officiellement, les anciennes colonies deviennent des États souverains. Mais dans l'ombre, la France met en place une architecture de contrôle si habile, si subtile, qu'elle échappe à l'œil non averti. Ce système repose sur 3 piliers majeurs: la monnaie, les réseaux et le secret. Premier pilier, le franc CFA, dès sa création, n'était pas une simple devise. C'était un sceau, une marque d'allégeance énergétique. Tant que cette monnaie est utilisée, les économies africaines restent reliées au trésor français comme des organes à un cœur central. Les réserves sont stockées à Paris, les décisions prises ailleurs que sur le sol africain. Mais ce que l'on ne dit pas, c'est que le flux monétaire entraîne aussi un flux d'intention, ce que les anciens appelaient l'énergie de circulation. C'est la même force utilisée dans les rituels antiques pour faire passer la puissance d'un temple à un autre, d'un royaume à un autre. Deuxième pilier. Après les indépendances, une toile est tissée avec une précision chirurgicale. Ambassadeurs, militaires, agents des services secrets, patrons de multinationales, anciens colons reconvertis, tous deviennent les maillons d'une structure souterraine que certains surnomment la France-Afrique. Mais ce réseau n'est pas seulement logistique, il est ritualisé. Il fonctionne selon une hiérarchie initiatique, avec des codes, des silences, des serments. Les présidents africains, choisis ou soutenus par Paris, ne sont pas seulement des alliés, ils sont, souvent, des pions dans une chorégraphie occulte. Troisième pilier. Tout système magique repose sur l'invisibilité. Les véritables rituels de pouvoir ne se déroulent jamais en plein jour. Ils se cachent derrière les sommets diplomatiques, les conférences de presse, les traités signés à huis clos. Le secret n'est pas une faiblesse, c'est la clé de la longévité. Tant que les peuples croient être libres, ils ne cherchent pas à se libérer. C'est l'un des paradoxes les plus sombres de cette domination invisible. Mais pourquoi tant d'efforts pour maintenir cette emprise? Parce que l'Afrique est bien plus qu'un réservoir de matières premières. C'est une plaque tournante vibratoire. Chaque région, chaque ethnie, chaque langue porte une mémoire ancestrale. Les anciens royaumes Mali, Congo, Bénin pratiquaient des formes avancées de spiritualité, de géomancie, de médecine énergétique. Ce savoir n'a pas disparu, il dort, il attend. Et ceux qui veulent dominer savent qu'ils doivent empêcher son réveil. Ainsi, maintenir l'Afrique dans une certaine fréquence de dépendance, de confusion, de division devient un objectif occulte, non pas pour détruire, mais pour contenir, canaliser, exploiter. Le néocolonialisme n'est pas une simple stratégie politique. C'est une opération ésotérique. Et le plus troublant, c'est que nombre de ses exécutants ne savent même pas qu'ils participent à un rituel. Dans toute œuvre ésotérique, il y a toujours un double langage, ce qui est dit et ce qui est réellement transmis. De même, dans le projet néocolonial de la France post-1960, les apparences sont soigneusement façonnées pour dissimuler une architecture bien plus ancienne, presque alchimique. Regardons les choses autrement. Et si l'État français n'était qu'un masque? Une façade institutionnelle derrière laquelle agissent des forces plus profondes, groupes d'influence, sociétés discrètes, lignées initiatiques? Car ce n'est pas la République seule qui a voulu garder la main sur l'Afrique, ce sont ses architectes invisibles. Ceux qui pensent en termes de cycle, de domination énergétique, de contrôle vibratoire. Prenons un exemple souvent négligé. Le rôle des loges maçonniques africaines après les indépendances. Dans les années 1960-70, nombre de dirigeants africains Houphouët-Boigny, Bongo, Senghor sont initiés, parfois à haut niveau, dans des loges liées au Grand Orient de France ou à des obédiences parallèles. Cela n'est pas anodin, car la franc-maçonnerie, au-delà de ses aspects philosophiques, est aussi un système de gestion invisible du pouvoir. Elle structure les alliances, transmet des clés, organise le consentement, mais il faut aller plus loin. Dans certaines branches ésotériques, l'Afrique est perçue comme le chakra racine du monde, une terre archétypale, connectée aux forces primordiales de la planète. Ainsi, la contrôler symboliquement par des monnaies, des présidents inféodés, des bases militaires revient à sceller le bas de la pyramide énergétique terrestre.
Cela explique pourquoi les conflits sont entretenus, les divisions ethniques s'amplifiées, les langues locales marginalisées. Ce n'est pas simplement du cynisme politique, c'est une stratégie occulte pour empêcher la fusion énergétique, la montée de la Kundalini africaine. Et cela fonctionne par inversion, regardez bien. Tout ce qui est sacré est ridiculisé. Tout ce qui est puissant est perverti. Les anciens rites deviennent folklore, les ancêtres deviennent croyances primitives, les savoirs deviennent superstitions. C'est la même méthode que dans les anciens empires. Neutraliser l'énergie d'un peuple en lui faisant oublier qu'il est porteur d'un feu sacré. Mais parfois, des fissures apparaissent dans ce système. Certains chefs d'État, parfois initiés eux-mêmes, ont tenté de briser le pacte invisible. Thomas Sankara, par exemple, refusait le franc CFA, prônait l'autonomie totale et puisait dans une sagesse africaine authentique. Il parlait d'intégration énergétique, de souveraineté vibratoire, avant même que ces termes ne deviennent à la mode. Il fut assassiné. D'autres, comme Kadhafi, ont voulu créer une monnaie africaine indexée sur l'or, hors du contrôle occidental. Il fut éliminé. Coïncidence? Ou messager dérangeant dans un temple où le silence doit régner? Et aujourd'hui encore, ces plans restent en mouvement. Le contrôle est devenu plus technologique, plus médiatique, plus soft. Mais l'objectif est le même. Maintenir la grille invisible. Car derrière les pipelines, les dettes, les élections, les ONG, il y a des lignes énergétiques. Et celui qui les contrôle la destinée. Il est facile de pointer du doigt les puissances extérieures, de dénoncer les manipulations, les pactes occultes, les chaînes invisibles. Mais ce serait incomplet, voire inefficace. Car l'essence même du contrôle post-colonial repose sur une loi très ancienne. Nul n'est dominé sans avoir, à un moment donné, consenti intérieurement à l'oubli de son propre pouvoir. Autrement dit, la vraie libération ne commence pas dans les parlements, mais dans la conscience. Alors, que faire? Comment retrouver notre pouvoir énergétique, vibratoire, spirituel et briser l'architecture occulte du pacte impérial? Voici 3 axes fondamentaux pour réactiver la souveraineté individuelle et collective. La colonisation a implanté bien plus que des routes et des écoles. Elle a infiltré des idées, des peurs, des complexes, des limitations dans l'inconscient collectif africain. Pour s'en libérer, un travail rituel est nécessaire. Exercice pratique. Chaque pleine lune, asseyez-vous dans un cercle de sel ou de pierres naturelles. Tenez un objet ancien héritage familial ou artisanal local. Fermez les yeux et dites à voix haute « Je libère les mémoires qui ne m'appartiennent pas. J'appelle la vérité de mon lignage. » Visualisez des chaînes se briser autour de votre aura. Faites cela pendant 7 minutes. C'est simple, mais sur le plan subtil, c'est un acte de guérison multidimensionnel. Le savoir spirituel africain n'a jamais disparu. Il a été dispersé, déguisé, oublié. Il est temps de le réactiver. Pratique recommandée. Choisissez un élément, le feu, l'eau, la terre ou l'air. Passez 7 jours à observer ce même élément dans votre environnement naturel. Chaque soir, notez ce qu'il vous inspire, ce qu'il vous enseigne. Vous recréez ainsi un lien direct avec les forces que vos ancêtres vénéraient sans dogme, sans intermédiaire. Car la souveraineté commence par l'écoute du monde vivant. Le franc CFA n'est qu'un symbole. Le véritable problème est la relation inconsciente à l'argent. Tant que l'on voit l'argent comme un outil étranger, imposé, lié à la peur ou au manque, il reste une chaîne. Il faut le transformer en outil énergétique. Rituel symbolique. Prenez un billet de votre monnaie locale. Entourez-le de plantes, d'un peu de terre et d'une goutte d'eau. Posez vos mains dessus et dites « Je bénis cette énergie. Je la rends juste. Je la mets au service de la vie. » Faites-le une fois par semaine, le jeudi, jour traditionnel de Jupiter, maître de l'abondance. Ce rituel change votre rapport à l'argent et donc à l'influence étrangère. Ces gestes sont simples. Mais comme dans tout art occulte, c'est l'intention, la répétition et la conscience qui les activent. Car le plus grand secret est celui-ci. Chaque empire invisible ne tient debout que parce que les esprits sont éteints. Allumez une lumière dans votre conscience, et déjà les murs commencent à trembler. Depuis toujours, les empires naissent, prospèrent, puis s'effondrent. Mais ce qui rend l'Empire français en Afrique si particulier, c'est qu'il n'a jamais voulu mourir. Il s'est dissous dans la forme, mais non dans l'esprit.
Il a muté, comme une entité qui change de peau pour échapper à la lumière. Mais maintenant, quelque chose change. Une fréquence nouvelle s'élève. Une mémoire se réveille. Et avec elle, une question brûlante traverse les consciences. Et si l'Afrique n'était pas simplement à libérer, mais à restaurer dans sa fonction sacrée, car derrière les conflits, les crises économiques, les jeux géopolitiques, il y a un combat plus ancien, celui entre l'amnésie et le souvenir, entre la manipulation vibratoire et l'alignement cosmique, entre un monde qui divise pour régner et un continent qui unit pour guérir. L'Afrique n'a pas besoin d'imitation institutionnelle. Elle n'a pas besoin de modèles importés. Elle a besoin d'un retour, pas en arrière, mais en profondeur. Un retour à la sagesse des arbres, à l'enseignement des tambours, aux lois du vivant, au code des étoiles. Et ce retour commence par une décision intérieure. Une simple phrase que chaque être, chaque peuple, chaque nation peut prononcer. Je refuse d'être gouverné par ce que j'ignore, car c'est là que réside la clé. Là où la lumière pénètre, non dans la confrontation, mais dans la transmutation. Non dans la haine de l'ancien, mais dans l'élévation du présent. Alors à vous, gardiens de mémoire, bâtisseurs d'avenir, ne sous-estimez jamais la puissance d'un esprit éveillé. Une seule âme consciente, enracinée et lucide, peut dissoudre un millénaire d'obscurité. Et si cette vidéo vous a touché, ne la laissez pas mourir ici. Partagez-la, commentez. Faites résonner ces vérités dans le cœur de ceux qui doutent encore. Car la libération de l'Afrique commence dans une voix, une flamme, un regard qui se souvient.